chers amis, tout d'abord, toutes mes excuses. Hein, j'avais prévu de venir à cette réunion Alternative France. Je n'ai pas pu. J'ai une obligation familiale, pour tout dire, qui m'interdit de le faire, mais bien évidemment, je serai présent la prochaine fois, en février, par exemple. Vous pouvez compter sur moi, c'est sûr. Voilà. D'autre part, je tiens à souligner d'abord la thématique est plus tout à fait importante. Et je considère qu'actuellement, je dirais pourquoi dans un instant, euh, c'est vraiment dans des cercles comme cela, hein, comme celui que vous venez de créer et auquel vous participez, ben, que se crée actuellement véritablement, je dirais, l'expression dans le sens fort du terme, au-delà ou en deçà même des attitudes simplement politiciennes. Voilà. Donc, j'ai bien dit cette thématique, rhétorique du mensonge et politique, on ne peut plus d'actualité. Permettez-moi d'abord, avant de dire quelques petits mots là-dessus, de rappeler, moi je me sens obligé chaque fois que j'ai l'occasion d'intervenir de le signaler que au-delà, je dirais, de ce qui est, si je puis dire ainsi, notre cerveau reptilien, hein, cette culture qui nous a façonné, la culture pour moi c'est ce qu'on suce avec le lait maternel de la petite enfance à l'alma mater universitaire, et cette culture moderne, de la modernité, c'est ce qu'on va retrouver chez Hegel, ce qui après va se développer dans les grandes systématisations marxisantes au XIXe siècle, le linéarisme. Hein. Linéarisme. Hein, l'humanité serait partie d'un point A de barbarie pour arriver à un point B de civilisation absolue, et c'est le mythe du progrès. Moi, vous avouez, ce qui fut ma thèse d'État à l'époque où ce n'était pas de mode, en 1978, déjà je faisais une critique du progrès, hein, de ce mythe du progrès, en rappelant, je dirais, si je cite ici Joseph de Maistre, hein, le bon sens et la droite raison réunis, en rappelant qu'au-delà de ce progressisme, quand on regarde sur 2000 ans de temps les histoires humaines, il y a des époques. Alors j'indiquais que l'époque, ça signifie le suspens des valeurs en grec, hein, époqué, mais ça signifie également une parenthèse. Donc une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Voilà. Et je considère qu'est en train de se fermer la parenthèse moderne, hein, ce qui s'élabore avec le XVIIe siècle, le cartésianisme, ce qui se conforte tout au long du XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières, ce qui se systématise dans les systèmes sociaux du XIXe et ce qui se vit tant bien que mal, ce qui s'achève dans le siècle dernier. Voilà, une époque, ça dure 4 siècles. Entre les époques, c'est-à-dire entre la modernité et la postmodernité qui est en train de s'élaborer, il y a des périodes. Les périodes, c'est quelques décennies. Pour moi, les périodes sont quelque peu crépusculaires. Hein, c'est-à-dire qu'on voit, c'est la fatigue d'une époque qui s'achève, et si je puis le dire ainsi, on balbutie une nouvelle époque en gestation. C'est exactement ce qui est en jeu actuellement, hein, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a la fin d'un monde et l'émergence de notre monde, une décadence et une renaissance. Alors dans ces moments-là, comment dire, ben, il faut arriver à trouver les mots qui soient les moins faux possibles. Hein. Je rappelle hein, que notre espèce animale n'est ce qu'elle est que parce qu'elle parle. Hein, Michel Foucault, dans un livre fameux qui s'appelle Les mots et les choses, montre que justement, ben, il y a un rapport entre les mots et les choses, d'une certaine manière. Hein, et que donc, il faut trouver les mots, pour moi, je dirais les mots qui soient les moins faux possibles. Dans ces moments intermédiaires, dans ces périodes intermédiaires, ce que nous vivons, hein, en quelque sorte, quand je dis trouver les mots, eh bien, dans ces moments-là, on se contente, dans le fond, les élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, politiques, journalistes, experts de tous ordres, hein, qui déversent en quelque sorte des Niagara d'eau tiède, si je puis dire ainsi, de bons sentiments, ces élites se contentent d'incantations. Hein. Quand les ethnologues nous parlent d'incantations, je dirais, ça veut dire on chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. Hein. L'image, si je peux le dire de manière un peu grivoise, on ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Voilà une incantation. Hein. Et bien, de la même manière, ce qui est le discours officiel actuellement, ben, ce sont des incantations. Hein. Valeurs républicaines, laïcité, contrat social,
progrès et tout à l'avenant, et on voit bien comment tous les discours globalement restent sur ces espèces d'incantations qui ne marchent plus, tout simplement, parce que dans le fond, ils correspondent à l'époque qui est en train de s'achever. On se souvient à cet égard, je le rappelle, par rapport à la thématique de ce jour, à la très belle formule de Camus, mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Quand Camus dit ça, il est en train de lire l'histoire d'un empire chinois qui est en train de se déliter. L'empereur consulte le sage, et c'est là où le sage dit il faut s'asseoir et trouver les mots. Là encore, les mots les moins faux possibles. Je rappelle également que une des grandes, la grande idée, à vrai dire, du philosophe Jean-François Lyotard, quand il écrit en 1972 son livre qui s'appelle La condition postmoderne, il montre que, dans le fond, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est ce qu'il appelle la fin des grands récits de référence. Alors, grands récits de référence, qu'étaient le marxisme, le freudisme, le fonctionnalisme, enfin peu importe, c'est quelques systèmes qui s'étaient élaborés tout au long du XIXe siècle. C'est ce qui est en jeu actuellement. En quelque sorte, ces grands systèmes ne fonctionnent plus. Mais le problème, si je prends une image qui nous est donnée par les astrophysiciens, on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. C'est-à-dire, le foyer s'en est éteint et on continue à voir cette lumière. Et c'est un peu cela qui est en jeu dans les incantations. C'est-à-dire que ces élites, ce qu'on appelle les élites, encore une fois, j'ai bien dit, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, continuent à seriner les grandes valeurs qui ont été élaborées à partir du XVIIe siècle. Ils ne se rendent pas compte que ces valeurs, ces mots, ces expressions ne marchent plus, et c'est cela le vrai mensonge. Et donc, du coup, il faut arriver, là, dans le sens simple du terme, à trouver les mots les plus pertinents. Je rappelle que le verbe est stricto sensu régénérant. Je rappelle ce qui est la formule, la très belle formule de l'évangile de Jean au chapitre 1 et au verset 1. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deo, et Deus erat verbum. Au début était le verbe, et le verbe était auprès de Dieu, et Dieu était le verbe. Voilà, et on se souvient que cette sentence joannique est des plus importantes pour bien comprendre comment le verbe est régénérant. D'une manière philosophique, Heidegger avait quelque chose de cet ordre quand il disait la parole est le berger de l'être. Et cette expression philosophique traduit bien, encore une fois, ce que l'on a oublié, à savoir qu'il y a bien évidemment quelque chose qui est régénérant dans un verbe, mais encore une fois, il convient de trouver, bien évidemment, le verbe, le verbe qui est pertinent, le verbe qui est authentique. Vous avez compris que, de mon point de vue, ce n'est pas le cas. Pourquoi cela? Je considère qu'il y a toujours un abattardissement de ceux qui étaient fondateurs. Certains sociologues, et moi je me suis appuyé sur leurs travaux, en italien Alberoni par exemple, qui montrent que ce qui était l'énamourement initial devient la tétanie conjugale, si je puis dire. Ou encore cet abattardissement, Boris Souvarine, quand il analyse ce qu'est l'œuvre de Staline et de Lénine, il montre comment la dictature du prolétariat va devenir la dictature sur le prolétariat. Et on a oublié cela. Et il est un très beau livre que l'on a oublié d'un de mes chers amis, Guy Hockenheim, qui s'appelle Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary Club. Je conseille ce livre, qui est vraiment intéressant, ceux qui sont passés du Colmao au Rotary Club, et qui montre comment, d'une certaine manière, les grandes valeurs qui furent les valeurs des révolutionnaires des années 68, 64 Berkeley, 68 les révoltes juvéniles en Europe, sont devenues d'une certaine manière du rien du tout, ce que j'appelais il y a un instant des incantations. Voilà, je dirais, la source et la racine du mensonge, très précisément en politique, puisque c'est cela. Qu'est-ce qu'il y a
dans cette rhétorique actuellement qui est, de mon point de vue, traversée de part en part par les mensonges. Je dis bien, vous voyez, cette idée donc des incantations, hein, qui ne font plus recette d'une certaine manière, qui sont assez déconnectées par rapport à la réalité sociale. Et moi, je vois, si je le dis d'une manière triviale, dans ma région, quand on dit cause toujours, tu m'intéresses, ou ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, etc. Et c'est un peu ce qui est en jeu actuellement, cette espèce de décalage existant entre la société officielle, qui a le pouvoir des mots, et la société officieuse, qui ne se reconnaît plus, encore une fois, dans ce mot. D'où la nécessité, et pour ma part, moi c'est un peu mon travail depuis de longues décennies, hein, je dirais, de faire un effort de pensée. Hein. Là encore, permettez-moi de citer Heidegger, l'absence de pensée est un hôte inquiétant. Et c'est un hôte inquiétant qui tente à se développer. D'où, de mon point de vue, hein, la nécessité de prendre soin des idées, hein, de trouver les idées mères, ce que Chateaubriand d'ailleurs bellement appelait des idées-principes. Et quand il dit des idées-principes, il se souvient, érudit qu'il était, des étymologies. Principium, ça signifie ce qui sert de fondement. Princeps, le prince, c'est ce qui fait autorité. Donc, trouver les idées-principes qui sont, à mon avis, de plus en plus importantes en ces temps de détresse théorique. Hein, détresse théorique, il faut bien le dire, qui est confortée par les facilités journalistiques, ce que j'appelle pour ma part la médiocrité de la médiacratie. Là, il y a un vrai décalage qui est important et c'est quand il y a ce décalage, si je me fais bien comprendre, quand dans le fond, comment dire cela, le mensonge est quelque chose d'établi, le mensonge se présente comme étant une vérité, ben c'est là qu'il y a actuellement la possibilité, moi je l'ai développé dans mon dernier livre sur le soulèvement des peuples, le soulèvement, hein, l'ère des soulèvements, ben il y a des révoltes, des insurrections un peu partout de par le monde qui ne font tout simplement que traduire à bien des égards cette faillite des élites. Hein. Et je pense qu'il est important d'avoir à l'esprit ce thème de la faillite des élites, tout simplement parce que ben, ces élites ne sont plus en phase, elles sont déconnectées. Je rappelle à cet égard d'ailleurs une très belle expression que propose le sociologue ou l'économiste suisse et italien Vilfredo Pareto, quand il montre comment régulièrement il y a ce qu'il nomme cette circulation des élites. Et quand il parle de cette circulation des élites, c'est dans son traité de sociologie générale, qui est un classique en la matière, ben, il montre que c'est parce que justement il y a circulation, parce que ces élites utilisent des termes euh, qui ne sont plus du tout en phase avec ce qui est vécu, hein, là encore une fois, avec ce qui est la réalité. Et si à ce moment-là, soyons clairs, c'est parce qu'il y a ce mensonge du politique, encore une fois, parce qu'il y a cette série d'incantations, hein, je répète ce que l'on chante sans bien en être convaincu, ben, qu'il y a à bien des égards ces soulèvements. Moi, pour les gens de mon âge, on se souvient quand le Sénat dans la République romaine n'est plus en phase avec le peuple, il a la fameuse, en latin, la fameuse sécessio plebis. Hein, le peuple fait sécession, le peuple se retire, souvenez-vous-en, sur l'Aventin. Et mes souvenirs sont bons, c'est délicat, c'est difficile de faire revenir le peuple. Il faut retrouver un mythe, il faut encore retrouver les paroles qui vont le réattirer dans la cité de Rome, avec la fonction, bien sûr, qui est la sienne. Et cette sécession du peuple, de mon point de vue, est un problème qui est un problème véritablement d'actualité. Machiavel, quelques siècles plus tard, faisait une très belle distinction entre la pensée de la place publique et la pensée du palais. Hein, c'est-à-dire montrant en quelque sorte, hein, pour ceux qui connaissent Florence, on s'en souvient bien, le Palazzo Vecchio, hein, ce grand palais qui est là, solide, c'était la pensée dans le fond d'une certaine élite qui n'était plus en phase avec la pensée de la place publique. Et de mon point de vue, c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en jeu dans la rhétorique politique actuellement, qui, je dirais, serine cette pensée du palais, totalement déconnectée. L'exemple le plus simple d'ailleurs pour bien comprendre cette distinction,
pour moi, je le fais au travers de deux mots. Hannah Arendt et d'ailleurs aussi Heidegger rappelaient que dans sa vie, on n'a qu'une idée. Moi, la seule idée que j'ai et que j'ai développée tout au long de mes livres, c'est cette distinction qui existe entre le pouvoir institué et la puissance instituante. Quand il y a un accord, c'est-à-dire quand dans le fond, la rhétorique du politique, du pouvoir, eh bien, ne fait que traduire, dans le sens simple du terme, ce qu'est la puissance populaire. Vous voyez, si je le dis d'une manière imagée, c'est quand elle exprime ce qu'est cette puissance. Je rappelle, comme j'exprime le jus d'une orange, si je puis dire, hein. Mais il est des moments, et nous sommes, de mon point de vue, dans un de ces moments où il y a véritablement une distinction entre le pouvoir et la puissance. Et tout simplement parce que, dans le fond, on présente comme vérité ce qui ne sont que des demi-vérités ou, pourrait-on dire, des sincérités successives. Il suffit de voir comment, dans les 2 ans qui viennent de s'écouler, il y a eu ces vérités successives ou ces sincérités successives à quelques moments que ce soit pour le port de la muselière, les gestes barrières, le fantasme qui fut créé autour de cette psychopandémie, eh bien, elle existe exactement et uniquement sur le fait qu'il y a cette espèce de désaccord, encore une fois, entre un discours officiel et puis une réalité, la vie de tous les jours. Donc je dirais qu'il faut revenir, excusez l'expression que je vais dire, mais si on veut dépasser cette rhétorique du mensonge, il faut revenir à ce qui était traditionnellement la belle idée du commerce, hein. J'insiste beaucoup là-dessus, hein. Dans tous nos villages, dans de nombreuses villes, il y a une place du commerce, il y a un café du commerce, et cela, le mot commerce est un mot qui est à bien des égards actuellement bien galvaudé, mais fondamentalement, le commerce, place du commerce ou café du commerce, c'était le commerce des biens, on échangeait, mais c'était aussi le commerce des idées, ça discutait, et c'était le commerce amoureux, commerce des affects. Et de mon point de vue, c'est un peu cela qui est en jeu actuellement, vous voyez, c'est-à-dire que euh, autant les partis, les syndicats, là, il y a une vraie crise civilisationnelle qui est en jeu actuellement, autant à bien des égards, il y a une sagesse populaire qui s'exprime. Elle s'exprime où? Eh bien, elle s'exprime précisément, et c'est cela qui est important. Alors, cyberculture, réseaux sociaux, forums, blog, Twitter, etc., peu importe les termes, moi je dis cyberculture, net activisme, hein. Mes collègues du Brésil ont beaucoup travaillé là-dessus et montrent bien qu'actuellement, les soulèvements, les révoltes contre tel parti politique ou contre tel président, eh bien, cela s'élabore véritablement au travers des réseaux sociaux. Et de mon point de vue, c'est cela qui est en jeu. Voyez. Si je fais image, et pour ne pas vous ennuyer davantage, je vais conclure par cette idée-là. Je pense que c'est, vous voyez, comment expliquer cela? Au 3e, 4e siècle de notre ère, hein, ce qui était la décadence romaine, quand on n'avait pas peur des mots, maintenant on dit l'Antiquité tardive, dans ce moment-là, il y avait 3 religions à mystère, hein, le Mitra, Orphée et le christianisme. Or, il se trouve que le christianisme, c'était la religion des pauvres, des soldats, des rien du tout, qui devait cesser. Alors que la Mitra ou Orphée, c'était la religion des nobles, des officiers, qui devait, elle, perdurer. Et curieusement, c'est le christianisme qui va triompher. Pourquoi? Parce que la petite église de Milan sécrète ce qui est devenu par après un dogme, que l'on a appris au catéchisme, le dogme de la communion des saints. Hein, c'est-à-dire que dans le fond, cette église de Milan est unie en pointillé avec Lugdunum, Lutèce, Narbonne, Rome, etc. Et que c'est cette union en pointillé qui va amener le triomphe du christianisme. Belle image, Ernest Renan a développé longuement cette idée-là. Moi, je dirais que contemporainement, Internet, ce qui n'est pas le mainstream, ben c'est la communion des saints postmoderne. Hein, c'est-à-dire que c'est là véritablement, sur les réseaux sociaux, qu'est en train véritablement de se créer une autre manière de dire, de parler, de rentrer en relation. Et tout ça, eh bien, est en train de recréer, je dirais, un nous, hein, ce que j'appelle moi un idéal communautaire qui ne se reconnaît plus du tout
encore une fois, dans l'individualisme, le rationalisme, le progressisme, qui sont encore une fois les incantations propres aux élites dominantes, à la société officielle, mais ce nous vécu en quelque sorte comme étant une reliance. Hein. On est en train de passer de l'ère du je à l'ère du nous. Hein, non plus l'individualisme, mais moi j'avais dit le tribalisme, disons la communauté, peu importe les termes qu'on peut employer, non plus simplement ce rationalisme, mais à vrai dire l'importance de l'émotionnel, de l'affect, des passions, des sentiments, hein, ce que j'appelle pour ma part, moi, une raison sensible, hein, la conjonction de ce que l'on avait séparé, et non plus simplement hein, les lendemains qui chantent, demain on rasera gratis, la société parfaite à venir, mais au contraire ce que je vis ici et maintenant avec d'autres. Important du localisme. Hein, pour moi, le lieu fait lien. Et que dans le fond, c'est cette espèce de perspective qui me paraît important d'avoir à l'esprit. Voilà, ma définition concernant ce qui va échapper à la rhétorique du mensonge, qui est le propre même, encore une fois, de toute une série de ces élites, de castes politiques, eh bien, c'est la définition que je donne, c'est la synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie, c'est la démultiplication des effets. Arché, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental, et puis le développement technologique. Pour dire bref, la communauté et Internet, ou les tribus et Internet, et que ce sont ces réseaux de communication qui sont en train, à bien des égards, bien de recréer du lien, véritablement. Et pour ma part, je dirais que c'est cela qui est le verbe régénérant dont je parlais tout à l'heure, ce qui va conforter le nous, ce qui est, dans le fond, une vraie communication, c'est-à-dire, pour dire bref, un nouvel ordre symbolique. Voilà un peu, si vous voulez, moi, ce qui me paraît être en jeu actuellement. On a pu dire, dans la foulée de la pensée de Max Weber, que dans le fond, la technologie avait désenchanté le monde. Pour ma part, je considère qu'au-delà ou en deçà de la presse mainstream, au-delà ou en deçà du mensonge politique qui tente à prédominer dans la verticalité du pouvoir, il y a dans cette horizontalité en gestation quelque chose qui est de l'ordre, en quelque sorte, du réenchantement du monde. Voilà. Il faut garder cela à l'esprit. Je rappelle une très belle phrase d'ailleurs que donnait Walter Benjamin, ce philosophe qui fut quelqu'un d'important hein, dans les années 30 et tout au début du 40, puisqu'il se suicide au début du 40 près de Perpignan. Et il avait cette belle expression qu'il reprend régulièrement dans son œuvre. Il dit chaque époque rêve la suivante. Il convient d'accompagner ce rêve pour qu'il ne devienne pas un cauchemar. Et voilà de mon point de vue ce qui est en jeu actuellement pour échapper aux petits mensonges médiatiques et quotidiens qui nous sont déversés, encore une fois, à tire-larigot par les élites au pouvoir et déphasées. Eh bien, il faut savoir repérer quels sont les rêves de cette sagesse populaire et de savoir les accompagner. Et c'est cela, je dirais, un vrai enjeu. Et en tout cas, de mon point de vue, c'est cela qui caractérise bien évidemment le travail du savant. Je vous remercie.